Chers internautes, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition d'InfoNews Hebdo. Comme chaque semaine, nous allons passer en revue les infos de l'actu écoulée en compagnie de Guy Hervier. Guy, bonjour. Thomas, bonjour. Guy, rédacteur en chef d'Informatique News. Guy, alors cette semaine, comme la semaine passée, pas mal d'actualités. On va peut-être commencer par une information du côté des conteneurs, du marché des conteneurs. Alors effectivement, c'est une enquête qui a été publiée par une société qu'on connaît bien, parce qu'on avait reçu l'un des deux fondateurs ici, qui s'appelle Datadog, qui est basé à New York, et qui fournit une solution de supervision sur le cloud, et notamment sur le cycle de vie des conteneurs. Et tous les ans, ils publient un rapport qui est de plus en plus intéressant, puisque évidemment leur parc s'accroît, et qui donne en gros les grandes tendances dans l'évolution justement de la gestion des conteneurs. Et donc là, c'est un rapport qui propose 8 tendances, mais on ne va pas les citer toutes. On va dire que la plus importante, c'est, et ça ne surprendra personne, mais en tout cas là, c'est étayé sur des faits réels, concrets, c'est que Kubernetes est devenu le standard de l'orchestrateur des conteneurs, puisque c'est quasiment 1 sur 2, donc un client sur 2 utilise Kubernetes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que sur le cloud de Google, c'était évidemment bien utilisé, puisque on sait d'où ça vient. Sur Amazon, AWS, c'était également bien développé. Et là, en fait, il y a eu un doublement sur Azure. Donc, je dirais, sur les 3 principaux clouds publics, Kubernetes est devenu l'orchestrateur de conteneurs prioritaire. Et le dernier point qu'on mettra en avant, c'est que alors je tiens à préciser que c'est pas seulement la supervision des conteneurs sur les clouds publics, ça peut être aussi dans des data centers d'entreprises, donc c'est très très varié. Et le troisième point, c'est que en fait de plus en plus les clients font appel aux services managés, donc des fournisseurs pour la gestion de leurs conteneurs. Parce qu'en fait, déjà avec les VM, ça devenait un peu problématique, parce qu'il y a vraiment un cycle de vie, mais enfin le nombre des VM était encore relativement limité, si je puis dire. Là, les conteneurs, ça se mesure. Là, en l'occurrence, l'étude est faite sur des milliards de conteneurs, donc quelque chose de gigantesque. Et donc, le fait de faire appel à des services managés paraît effectivement aller dans le sens d'une certaine logique, si je puis dire. Donc, c'est un rapport qui est de plus en plus pertinent et qu'on voulait mentionner. Délaissons le monde des conteneurs pour celui de la collaboration. Alors, l'histoire d'amour en fait entre Microsoft et le Linux, l'univers open source, se poursuit, puisque maintenant Team va être disponible sur Linux. Alors effectivement, histoire d'amour, quand on va pas refaire l'historique, mais on se souvient de la déclaration de Steve Ballmer en 2001 où il disait Linux est un cancer. Depuis que Satya Nadella, les choses ont considérablement changé. Et ce qui a changé aussi, c'est que maintenant, Azure, Microsoft avec Azure est devenu un fournisseur de cloud. Et ça aussi, ça peut avoir un impact non négligeable, puisque la moitié des machines virtuelles sur le cloud d'Azure fonctionnent sur des machines Linux. Donc on voit bien que Linux maintenant est très très présent dans le monde Microsoft et donc évidemment de plus en plus on va voir apparaître ce genre d'annonce. Et l'annonce, c'est quoi? C'est que Teams, comme vous disiez, l'outil de collaboration Microsoft est désormais disponible en environnement Linux. Donc c'est un pas important. Alors maintenant, est-ce que Office 365 va être disponible sur Linux? Il y a peut-être encore un peu de temps, mais en tout cas c'est une étape importante que vient de franchir Microsoft. Bon, ils ont déjà ils avaient par exemple développé une distribution Linux pour leur solution IoT, l'Internet des objets, mais ça restait sur des domaines très très spécifiques. Là on entre dans l'application un peu plus généraliste, et donc c'est vraiment une étape importante. D'accord. Restons sur l'univers de l'open source. Et concentrons-nous plutôt maintenant sur des chiffres. L'open source continue à s'installer
Et pour 2020, on prévoit 5,6 milliards de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut rentrer en détail sur cette Alors, information ? effectivement, c'est une étude qui a été publiée, qui a été faite par le cabinet Technologie, qui a été faite à l'occasion de l'Open Source Summit qui a eu lieu la semaine dernière à Paris. Donc, vous l'avez rappelé, 5,6 milliards, ça c'est le chiffre d'affaires global de l'open source. Alors, évidemment, c'est pas très parlant, mais quand on dit que ça représente maintenant 10% du marché de l'IT, c'est quand même, on voit bien que ça devient significatif. Donc, c'est vraiment la tendance générale. Et l'autre point important que mettait en avant cette enquête, c'est que la France est très bien positionnée sur le marché de l'open source, puisqu'elle est numéro 1 en valeur, devant l'Angleterre et devant l'Allemagne. Alors que ce sont, sur le plan des technologies, ce sont des marchés qui sont un peu plus importants que nous. Donc, ça veut dire que la France est en pointe. Et alors, l'autre élément qui est intéressant, qui montre que cette tendance va s'accentuer, c'est que le taux de croissance du marché Linux, donc la vente de tout ce qui est logiciel Linux, open source plutôt, pardon, est quasiment le double de celle du marché. Donc on voit bien que le poids de l'open source va continuer à croître dans tout l'écosystème logiciel. Donc c'est quelque chose qui est significatif. D'accord. Rendons-nous maintenant en Chine, où le gouvernement a décidé de lancer une très grande opération de remplacement de l'IT. Alors, là, pour le coup, c'est la théorie du grand remplacement chinois qui est un peu particulière. Et donc, là pour le coup, l'appellation veut vraiment dire ce qu'elle veut dire. Et donc, c'est dans un climat de contexte de guerre économique entre la Chine et les États-Unis. La Chine est en train de se préparer à l'après. Et l'après, c'est quoi? C'est en gros devenir totalement autonome et maîtriser son environnement technologique c'est pour tout ce qui est administration des équipements uniquement chinois. Et donc c'est une stratégie qu'ils ont baptisée 3-5-2. Donc c'est pas très clair a priori, mais en fait quand on l'énonce, c'est très simple. C'est le remplacement va se faire en 3 ans, 30% en 2020, 50% en 2021 et 20% en 2022. Donc on voit que finalement je dirais que l'organisation, alors je ne parle pas de problème de démocratie et de droits de l'homme, mais l'organisation étatique de la Chine permet de faire un certain nombre de choses, je dirais, de manière plus efficace, parce que est-ce qu'on imagine en France la possibilité de remplacer tous les équipements informatiques en l'espace de 3 ans et de dire on ne va mettre que des équipements français, on en doute évidemment. Donc c'est une opération très importante. Alors évidemment, c'est pas sans difficulté, hein. Par exemple, Lenovo est un acteur de points important, mais le remplacement de Windows n'est pas chose facile et n'a pas été encore fait, donc ils vont être encore dépendants de Windows. Huawei, c'est pareil, ils essayent de se séparer d'Android, mais ils développent leur propre système qui s'appelle Harmony OS, mais très là compliqué. Aussi ça prend du temps, donc ça va, dans certains domaines, ça va peut-être un petit peu coincer, ça prendra peut-être plus que 3 ans. Alors pour continuer, et dans notre rubrique en détail, ce qui a retenu notre attention la semaine passée, c'est que le marché de l'IT, sans surprise, se porte toujours aussi bien. Alors effectivement, ça c'est et ça permet de faire la jointure avec ce qu'on vient de dire sur l'open source. Là en l'occurrence, c'est le Syntec numérique qui tous les 6 mois fait un peu les prévisions pour l'année qui vient. Et donc là, en fait, la conclusion, enfin le message principal, c'est que le marché de l'IT se porte bien. On a un taux de croissance de 4%, qui est légèrement supérieur, enfin qui est significativement supérieur au taux de croissance de l'économie en général, et il le partage toujours en 3 grandes parties. Donc il y a le logiciel, c'est le logiciel qui connaît un taux de croissance plus élevé, on est entre 6 et 7% pour les 2 années qui viennent, donc c'est quand même important. Après il y a le conseil en technologie qui est un petit peu en deçà, et puis le dernier, je dirais c'est un peu le tout venant, c'est le conseil en services informatiques, dont les taux de croissance sont relativement
plus faible, mais qui représente encore la majorité de l'activité des ESN françaises. Et puis l'autre élément important, c'est que c'est l'acronyme qu'ils utilisent depuis déjà un certain temps, le fameux SMAX, donc c'est le Social, Mobile, Analytics, Cloud et Sécurité. Et ça, évidemment, c'est 5 domaines qui sont particulièrement dynamiques, avec des taux de croissance qui sont très nettement supérieurs. On est de l'ordre de 15 à 9%, tout dépend de quoi on parle. Alors, dans les 5, plutôt, je dirais que le social est quand même... donc, c'est tout ce qui est réseaux sociaux dans les entreprises. Ça, finalement, c'est quelque chose qui se développe un petit peu à la marche, mais on voit bien que le cloud, c'est la tendance principale et que tout est en train de se cloudifier. Dans le domaine du logiciel, le SaaS représente aujourd'hui 30% du marché, donc c'est quand même très significatif, donc c'est la tendance de poids. Donc le message à retenir, c'est que le marché IT se porte plutôt bien. Alors on a, comme notre habitude, parlé donc des news de la semaine passée. Alors ce qui nous attend la semaine prochaine, enfin dans les semaines qui viennent, c'est surtout un grand salon qu'on connaît, le CES, donc l'édition 2020 du CES, qui se tiendra début janvier à Las Vegas, comme d'habitude. Exactement, donc le CES, c'est un vieux salon qui a commencé il y a plus de 50 ans, et au début on était plutôt dans tout ce qui est équipement vidéo, je ne sais pas d'ailleurs si on disait vidéo à l'époque, mais bon, on a glissé, maintenant on voit bien que en fait ces technologies tous azimuts, c'était très très consommateurs, enfin très B2C, et maintenant les entreprises s'y intéressent puisque on voit bien que les technologies diffusent un peu partout et sont très présentes. La French Tech, on n'a pas encore les chiffres, mais depuis 2-3 ans, la French Tech est très présente avec toutes les startups françaises. C'est une des plus grosses délégations juste après les États-Unis. C'est ce qu'on dit. Bon, enfin, c'est ce qui est vrai d'ailleurs. Alors évidemment, après, il faut voir ce que deviennent ces startups. C'est pas seulement le fait d'aller à Las Vegas, il faut voir ensuite ce que ça va donner. Donc, comme vous le disiez, c'est du 7 au 10 janvier prochain. Donc, c'est pour l'année prochaine. Et il y a un certain nombre de tendances qui surprendront personne. C'est l'utilisation des technologies dans le domaine de la santé. Donc, on a dépassé le stade de la montre connectée. On est à des équipements un peu plus sophistiqués. On attendra aussi peut-être des nouveautés dans ce qui est véhicule autonome. Et puis, il y a un point qui est en train de se développer aussi, c'est la sécurité dans la maison. On sait bien que les réseaux posent des problèmes de sécurité. Les entreprises s'y sont collées, elles sont bien obligées de le faire, et les particuliers qui ont développé en interne des capacités, je dirais, numériques vont être également obligés de s'y impliquer un petit peu plus. Donc ce sont des domaines sur lesquels on attend des innovations. D'accord. Et pour finir cette rétrospective hebdomadaire, on va parler, alors c'est ni un coup de chapeau, ni vraiment un coup de gueule, mais on va évoquer la disparition de Georges Laurer, qui est mort il y a peu à 94 ans, et qui est un des créateurs du code barre. Exactement. Alors c'est plutôt bon, il est décédé à 94 ans, donc bon, effectivement c'est un événement un peu triste, mais c'est vraiment un coup de chapeau à ce que cette personne-là que les gens connaissent sans doute pas. Georges Laurer, on ne connaît pas. En revanche, ce qu'il a inventé, tout le monde le connaît, c'est le code barre. Oui. Et on l'utilise régulièrement. Et on l'utilise. Donc le premier code barre, il a été utilisé avec un scanner code barre en 1974. Et il a été utilisé, alors évidemment c'était une démo, mais c'était dans un vrai magasin avec un vrai produit. C'était des chewing-gums Juicy Fruit, qui a été scanné. Donc il y a quelqu'un qui a acheté le paquet de chewing-gum de l'époque. Et puis le scanner, il est dans un musée aux États-Unis, et donc cette invention du code barre, c'est une invention absolument révolutionnaire parce qu'elle a changé en profondeur le commerce en général et la facilité. Et ce qui est à noter, c'est qu'en fait, il a touché aucune royalty sur cette invention, sur cette découverte, enfin cette innovation. Donc c'est quand même quelque chose qu'on peut mentionner.
années. Et finalement, le code barre, on précisait un peu sa fin, avec en particulier l'arrivée de RFID. Et puis finalement, le RFID a du mal un peu à s'imposer. On voit bien que pour certaines applications, c'est intéressant, mais il y a déjà 10 ans, on imaginait le RFID dans les grandes surfaces, où on mettait tous les produits dans le caddie, on passait sous un portique et tout serait débité automatiquement. Puis en fait, c'est toujours pas le cas. C'est toujours pas le cas. On est toujours en train, avec la petite douchette, de faire le code barre. Donc c'est vraiment une invention tout à fait qui est simple et dont l'application, le champ d'application est considérable. Donc un grand coup de chapeau à ce monsieur. Ouais. Guy, merci beaucoup pour cette rétrospective. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et une excellente semaine. Merci à vous.